Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux que vous nous suivez bien sûr en direct et puis peut-être en replay via les différents réseaux sociaux. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette édition. Alors ce soir on va parler de transition écologique. Alors la transition écologique, qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance? Et puis comment peut-elle se décliner concrètement au sein d'une commune? C'est ce qu'on va voir ce soir dans Place des Enjeux avec l'exemple d'une ville du Val-de-Marne qui est extrêmement engagée sur ce sujet. Cette ville, c'est Ivry-sur-Seine et j'ai un invité qui va m'accompagner tout le long de cette émission que je vous présente tout de suite. C'est Clément Péqueux. Bonsoir Clément Péqueux. Bonsoir. Alors Clément Péqueux, je vous présente pour nos téléspectateurs. Donc vous êtes adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine, vous êtes en charge de la transition écologique, vous êtes également conseiller territorial Grand Orly Seine-Bièvre, voilà. Et puis vous êtes membre du comité directeur de Génération. C'est ça. Voilà, et bien bienvenue, c'est un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. On va poursuivre toute cette émission ensemble parce que Ivry c'est un modèle et puis vous-même vous êtes très fortement engagé. Bah oui, c'est vrai que Ivry, ces dernières années, a essayé de prendre à bras-le-corps cette question. Oui, tout à fait. Justement, c'était ma première question parce que je voulais savoir. En fait, il y a un virage qui s'opère à Ivry, c'est en 2020, vraiment en direction de la transition écologique. Qu'est-ce qui a fait qu'Ivry s'est dirigé dans cette direction? Le sentiment d'urgence, d'abord. En 2020, on était dans une période où la question de la transition écologique, en tout cas du sentiment d'urgence climatique, était très fort dans le débat public. Oui. Le résultat des élections européennes avait montré qu'il y avait une volonté des Françaises et des Français de prendre à bras-le-corps cette question et d'avoir des politiques publiques qui permettent d'assurer la soutenabilité de notre vie sur la planète et particulièrement dans notre pays. Et donc, il y avait cet appel des citoyens pour un changement plutôt radical. Et Oui. donc, évidemment, le maire d'Ivry, Ivry avait commencé à engager un certain nombre de Oui, politique précédemment, publique, bien sûr. oui, de politique publique de transition, mais on avait ce sentiment collectif qu'il fallait vraiment accélérer le rythme, et les épisodes qui ont suivi, et notamment la crise Covid, nous a amplement donné raison. Oui, totalement. Alors, on va parler de transition écologique. Moi, ce que j'aimerais savoir, pour toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est la transition écologique dont on entend si souvent parler? Comment ça se définit et en quoi est-ce important? Je ne sais pas si je saurais donner une définition exacte de la transition écologique. En tout cas, c'est l'accompagnement vers une soutenabilité de notre vie sur Terre et Oui. une sauvegarde de notre écosystème qui permettra à terme de pouvoir continuer à vivre comme nous pouvons le faire aujourd'hui, mais en ayant opéré une transition, un accompagnement de nos modes de vie individuels et collectifs Oui. vers davantage de sobriété et une adaptation à ce que nécessite la préservation de l'environnement et de notre cadre de vie tout simplement. Oui. Et donc face aux chocs qui s'enchaînent et qui s'annoncent aussi, on a besoin de tranquillement accompagner les politiques publiques, les modes de vie individuels et collectifs pour aller vers un bénéfice collectif pour simplement pouvoir survivre là où nous habitons, les uns et les autres. Alors, il y a la transition écologique, donc c'est plutôt un accompagnement de ce qui existe aujourd'hui pour le transformer petit à petit. Et puis, certains parlent de bifurcation écologique, qui est Oui. un terme un peu plus radical, qui donne cette image d'une bifurcation à 90 degrés, de changement de direction très fort et très incisif et très direct sur un certain nombre de secteurs de la vie collective et individuelle, et qui permettrait d'accélérer un peu plus Oui, sur le pour aller rythme. plus vite, effectivement, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique notamment, ça va très vite et nos mesures sont trop faibles au regard du danger qui nous menace. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sentiment d'urgence est de plus en plus prégnant. Euh, la multiplication des événements climatiques, Oui. des sécheresses, et donc toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre société en réalité. Mmh. Alors, moi, je dirais aussi quand on voit la difficulté des États à s'accorder entre eux, on voit les différentes COP se succèdent, hein, les COP, donc ce sont les réunions où tous les États se réunissent pour parler des enjeux du climat. Et on voit qu'ils ont beaucoup de mal. À chaque fois, on se dit c'est encore un échec. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui essentiel que les collectivités locales se mobilisent et s'impliquent davantage sur ces sujets? Alors, déjà, elle s'implique déjà Elles s'impliquent déjà, mais encore énormément. davantage. La question, c'est
quand est-ce que les États qui sont aujourd'hui dans des stratégies contradictoires, pourquoi les COP ne fonctionnent pas? Parce Oui, qu'il y a autour de la table des grandes puissances, et notamment des puissances qui assoient leur pouvoir sur un développement économique qui est lié à l'exploitation des ressources naturelles, particulièrement du pétrole, oui. et qui donc n'ont à court terme pas d'intérêt ou peu d'intérêt à voir des États-Unis changements. alors, par exemple, Voilà, par c'est les exemple. États-Unis Euh, qui ont, Notamment, et oui, puis tous les pays du Golfe voilà, qui, qui sont tributaires en fait du exactement, commerce et du qui ont pétrole. calé l'ensemble de leur économie et du développement de leur société sur cette exploitation des sous-sols. Et donc, il y a des intérêts contradictoires entre des pays qu'on dit du Sud, qui sont en Oui, réalité des pays qui subissent le plus fortement et le plus directement les effets des changements climatiques, et ceux des grandes puissances qui sont contradictoires. Et en tout cas, les volontés des petits pays, en tout cas des pays qui sont le plus fortement touchés, par rapport à cette oui, surpuissance des États pétroliers, on va dire ça comme ça, évidemment, ne font pas le poids. Donc, on en arrive à des systèmes de blocage qui font qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les objectifs communs, si ce n'est dans le cadre des accords de Paris. oui. Sauf que les accords de Paris sont quasiment derrière nous, puisque on a aujourd'hui d'ailleurs acté le fait qu'on passait déjà à plus 1,5 et les 2 degrés sont pour dans quelques années. Les collectivités locales dans cette affaire euh, font déjà beaucoup pour la transition Tout à fait. écologique au quotidien, dans l'accompagnement du changement des modes de vie des habitantes et des habitants, et puis du cadre de vie surtout, la transformation des villes, Ça. etc. Oui, on va le voir avec Ouais, l'exemple d'Ivry, tout ce que vous avez pu mettre exactement. en Et place. donc Oui. la question pour nous, c'est à quel moment les collectivités locales ont suffisamment de poids dans les discussions qui se Mhm. mènent à la COP pour faire bouger les lignes des États et à la fois tirer des moyens supplémentaires des États vers les collectivités pour mener de manière réelle et incisive la transition écologique, et puis comment on fait entendre aux États aussi que les collectivités ont des spécificités territoriales, hein, toutes les collectivités sont différentes, Bien sûr. vivent des réalités territoriales différentes, ont des atouts et des inconvénients, et donc il faut que les États en prennent conscience et cessent probablement de vouloir toujours étaler des normes de manière sur des aplats de territoires et de géographie qui en fait vivent des réalités différentes. Et donc il faut construire ce dialogue-là. Et c'est pourquoi il y a de nombreuses associations maintenant de collectivités locales qui se sont montées de manière internationale et qui portent ce plaidoyer auprès des États pour Oui. dire il faut que vous entendiez les spécificités des collectivités, que vous entendiez nos besoins, nos moyens Mhm. aussi et nos Aussi, atouts oui, oui, c'est pour ça. vous On aider. parlera de l'État justement dans quelques instants, Voilà. mais oui, oui, ça c'est Et important, oui. donc voilà, donc ça fait plusieurs années hein, maintenant que ces collectivités se fédèrent autour d'organisations collectives pour pouvoir porter le plaidoyer. Mhm. Alors, on parlait des COP. On sait que donc là, au mois de novembre, c'est la COP 30 qui va se. Voilà, on a l'affiche. Merci Nolan Hab. J'en profite pour vous signaler qu'à la réalisation ce soir, nous avons Nolan et Longo qui assistaient d'Anis et qui sont tous les deux au top niveau. Merci beaucoup à les garçons. Donc voilà, Nolan nous met l'image de la COP 30. Merci les garçons. Donc voilà, je voulais votre sentiment. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement? Qu'est-ce que vous attendez, Clément, de la COP 30 qui se tient au Brésil en novembre? Ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend chaque année, c'est-à-dire un sursaut des États et qu'enfin il y ait des réelles perspectives d'avenir qui soient portées collectivement et qui soient mises sur la table avec une réaffirmation des accords de Paris et de la volonté collective de réellement opérer le changement, de réellement réduire l'impact du changement climatique et de la manière dont nos sociétés se développent et vivent pour préserver l'avenir tout simplement. Et particulièrement, je crois que c'est certainement les jeunes générations Oui, qui qui sont attendent le peut-être plus plus parce que sensibles à ces voilà. questions. Et tout à l'heure, vous me disiez pourquoi 2020? Mais parce qu'en réalité, plus on avance dans le temps, plus les jeunes générations sont dans une relation au changement Oui. climatique qui est souvent anxiogène et ont bien du mal à se dire qu'il y a des perspectives et que les États et les pouvoirs publics seront à la hauteur. Exactement. Oui, on a tous des petites Greta Thunberg qui sommeillent en nous. En fait, c'est vrai qu'on parle souvent donc de ces questions de réchauffement, d'enjeux climatiques. On sait par exemple, si on prend juste un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est la fonte des glaciers. Les Nations Unies ont décrété que l'année 2025 était l'année internationale de la préservation des glaciers. Alors les glaciers, on se dit oui, bon, c'est loin, ça ne nous concerne pas tellement. Mais simplement ce qu'on sait depuis
depuis l'an 2000, donc les glaciers du globe ont perdu en moyenne 5% de leur volume. Et en fait, ceux qui ont perdu le plus, ce sont les glaciers des Alpes et des Pyrénées qui, eux, ont perdu pratiquement 40% de leur volume. C'est considérable. Et c'est nous, hein, les Alpes, les Pyrénées, c'est la France. Hein. Ouais. Donc c'est chez nous, hein, Oui, en fait, je pense ces que aussi, considérations. ce qui est en train de changer, c'est le fait qu'on est en train de se dire que nous ne sommes pas exempts des catastrophes à venir probables sur notre territoire. Oui. Quand on voit les simulations de montée des niveaux de mer sur les côtes françaises, il y a de quoi s'alarmer. Oui. Quand on voit les épisodes caniculaires qui se répéteront à succèdent, oui. l'avenir et qui se succèdent déjà, les sécheresses intenses sur les exploitations agricoles, ça fait plusieurs années déjà que dans un certain nombre de secteurs de montagne, l'été, il y a des camions-citernes qui vont approvisionner les habitants en eau parce que les étiages sont trop bas, etc. Donc on voit bien que ce ne sont plus des phénomènes qui sont lointains, Oui. qui touchent des populations vulnérables. C'est chez nous, au pas de notre porte, les inondations massives qu'il y a eu dans le sud de la France il y a quelques mois ont montré ça. Oui. Donc je ne parle même pas de Valence, évidemment. Mhm. Mais donc voilà, c'est à notre porte. Et plus on avance, plus on a l'impression que les pouvoirs publics et les États reculent. Voilà, alors justement, vous me faites ma transition, parce que moi, je voulais parler de l'État français, donc c'est parfait. Merci Clément. Alors, l'État français, qu'est-ce qu'on va en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que l'État joue son rôle, à la fois au niveau financier et puis au niveau, je dirais, opérationnel, par rapport aux collectivités ou aux individus? La question, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'État? Voilà, qu'est-ce qu'on attend Ce de qu'on l'État? attend de l'État, c'est que l'État soit un État planificateur, c'est-à-dire qu'il prévoit l'avenir, qu'il le préserve et qu'il mette en place des visées stratégiques qui permettent d'aller vers les objectifs collectifs. C'est la première chose. La deuxième, c'est on attend de lui qu'il soit une forme de coordinateur des politiques publiques à toutes les échelles, que ce soit du point de vue européen et les implications sur le droit national, et puis évidemment l'accompagnement des collectivités locales pour qu'on ait une structuration, une chaîne des politiques publiques qui soit cohérente, qui se répondent aux différentes échelles et qui permettent effectivement d'apporter le changement. Et puis, un dernier point, c'est on attend de lui qu'il protège les populations. Et protéger les Forcément. populations aujourd'hui, c'est davantage investir dans la transition écologique, c'est accélérer le rythme et c'est surtout travailler à l'anticipation des phénomènes qui arrivent pour se protéger collectivement de ce qui va se passer. Aujourd'hui, l'État français ne fait que reculer depuis des années sur les objectifs qu'il avait fixés lui-même dans le cadre des accords de Paris. On sait que, par exemple, au niveau européen, on ne cesse d'être condamné pour inaction climatique, Oui. et donc notamment sur les questions de pollution de l'air. Et donc, on voit bien que l'État français fait de la communication, lance des grands objectifs, et en réalité, derrière, quand on décline les politiques publiques et qu'il faut mettre l'argent sur la table pour pouvoir assurer cette transition, il n'y a plus personne. Je prends un exemple très simple. Cette année, dans le budget de l'État, 23,5 milliards de coupes budgétaires sur l'écologie. Ça fait 14% du budget de l'écologie en France. Et considérable. C'est considérable. Est-ce que vraiment, en 2025, avec ce qui s'est passé cette année et l'année dernière, on peut se le permettre? On peut se le permettre réellement. Donc voilà, donc on a des grandes déclarations, et puis derrière, on détricote. Donc on met plus l'argent sur la table, et non seulement ça, et puis en plus, on détricote ce qui existait déjà. Je donne que quelques exemples, Oui, mais bien sûr. on a beaucoup parlé ces derniers jours de ma prime rénov'. Oui, tout à fait. Bon, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les ménages les plus modestes pour la rénovation thermique de leur logement. C'est des aides de l'État, c'est de l'accompagnement, etc. Division par 2 de ma prime rénov'. Décision de l'État, il faut faire des économies, donc on divise par 2. Et puis ensuite, finalement, ça a été une suspension. Parce que... revirement, oui, on s'est voilà. rendu compte finalement que ça pouvait être contre-productif. Oui, alors en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'ils sont dépassés par les événements parce que, et c'est tant mieux, les ménages français ont compris que ma prime rénov' était un moyen pour eux d'assurer la transition et de faire des économies massives d'énergie. Donc ils sont un peu débordés par les demandes. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait 16% des dossiers qui étaient frauduleux. Mais pourquoi il y a des dossiers frauduleux? Parce que l'État n'assure pas correctement le suivi de la mise en place des politiques publiques qu'il propose et des dispositifs qu'il apporte aux Français. Et donc, comme on n'a pas assez d'agents qui suivent de A à Z les dossiers et qui permettent de s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas des entreprises frauduleuses qui bénéficient de ce dispositif, donc on arrête, on recule, plutôt que de mettre de l'argent dans le service public pour justement assurer cette continuité et ce suivi. Mais il y a plein d'autres choses qui ont été détricotées ces dernières semaines. Quand on
et le Parlement, aujourd'hui, particulièrement la droite sénatoriale, est dans l'outrance écologique, anti-écologique, quand il y a la loi Duplomb qui est mise sur la table, et on a la réintroduction des pesticides et des Oui. néonicotinoïdes qui sont destructeurs de l'environnement, parce que on considère que ça empêche les exploitations de pouvoir correctement se Mais il développer. y a des lobbies ou Et bien sûr, voilà, est-ce que c'est ça derrière oui, ce sont des lobbies qui sont beaucoup plus puissants que l'intérêt collectif. oui, oui, évidemment, il faut entendre aussi que les agriculteurs, les paysans de ce pays vont mal. Et donc, il y a une forme de résistance Mhm. et presque de cri d'alerte, d'alarme de la part des agriculteurs. Et la réponse qui est apportée par les pouvoirs publics, c'est on dérégule. On ouvre les vannes Oui. parce qu'on considère que ça va les emmener à davantage de souplesse. Et donc, par magie, ils vont pouvoir davantage, davantage se développer. La réalité, c'est qu'on les met en insécurité, puisque épandre des pesticides et des néonicotinoïdes est non seulement destructeur de l'environnement, mais destructeur de la santé des paysans. C'est la première chose. Et ça, visiblement, l'État n'a pas l'air de vouloir le regarder en face. Et donc, plutôt que, d'un côté, on se dit on va libéraliser et donc ça va leur permettre de mieux vivre, Mhm. mais en fait, on les met en danger. Donc la question, c'est comment l'État, aujourd'hui, comprend que faire la transition écologique, c'est à la fois assurer l'avenir, Oui. collectif et individuel, et c'est protéger la population. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, et là, on a, je dirais pas un état démissionnaire, mais en ce moment, là, ça n'est pas la question première. Peut-être que les questions budgétaires passent en premier, effectivement, ce qu'on peut comprendre d'un côté au regard de la situation française, mais néanmoins, les priorités ne sont pas là. Il y a aussi l'information qui est moindre, effectivement. Et puis, alors, autre projet dont on a beaucoup parlé récemment, c'est la suppression des ZFE. Les Oui, zones à faible émission, hein, pour les personnes. Vous pouvez peut-être expliquer oui. rapidement ce que c'est. Alors, les zones de faible émission, c'est pareil, c'est une politique publique qui a été menée par l'État, notamment dans les grandes agglomérations, pour justement lutter contre la pollution massive de l'air et pollution de l'air qui, en France, fait 60 000 morts par an. C'est un problème de santé publique Tout à majeur, fait. hein, et donc, l'État a décidé qu'il y aurait des périmètres autour des grandes agglomérations dans lesquels on allait interdire la circulation des véhicules les plus émetteurs de particules, Oui. qui sont celles qui sont agressives pour la santé des habitantes et des habitants. Donc plutôt vertueux du point de vue de la santé publique. On devait avoir un accompagnement de la filière automobile qui permettait d'aller dans la transition Mhm. entre des véhicules diesel très polluants vers de l'hybride, petite motorisation et aussi de l'électrique de manière massive. Euh, Évidemment, il fallait accompagner les ménages, les foyers français, pour qu'ils puissent de manière effective pouvoir remplacer leurs vieux véhicules par des Financièrement nouveaux. parlant, bien sûr. Évidemment, parce que le modèle économique des véhicules électriques fait que les prix de sortie des véhicules sont quand même extrêmement chers, Bien et sûr. particulièrement pour les véhicules familiaux d'ailleurs les entreprises sont aussi concernées hein, dans cette affaire de ZFE. Et donc voilà, les utilitaires, etc., ce sont des véhicules qui coûtent extrêmement cher quand on passe au tout électrique. Et donc il fallait accompagner les foyers pour le faire. L'État l'a fait au début, Oui. et puis de budget en budget a reculé. Et aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien des aides à l'achat de véhicules électriques pour les Françaises et les Français. Et donc, à un moment donné, ça devient pas tenable. C'est-à-dire, euh, je suis en difficulté économique, j'ai une famille, je suis dépendant de ma voiture Mhm. pour aller travailler, etc. etc. Les transports en commun chez moi ne sont pas assez développés et ne me permettent pas de pouvoir assurer mon transport. Donc, je suis obligé de garder ma voiture qui pollue. Oui. Mais on me fait l'injonction et l'interdiction de pouvoir circuler avec, mais on ne m'aide pas à faire cette transition et à aller acheter un nouveau véhicule si vraiment j'en ai besoin. Mhm. Et c'est là qu'il y a une espèce de cristallisation et de tension sociale qui n'est pas soutenable. Bien sûr. Qui n'est pas Bien soutenable. sûr, Et on comprend parfaitement. c'est sur cette base-là que le Parlement a construit sa réflexion et a dit on doit abandonner ce dispositif Mhm. parce qu'il n'est pas soutenable du point de vue social et économique. Bien sûr. Voilà. Et donc, en mettant de côté donc l'aspect sanitaire et de santé publique, qui est un vrai enjeu. Voilà. Et c'est pour moi le démonstrateur du fait que l'État, quand il pense une politique publique, pense soit une politique sociale, Oui. soit une politique environnementale.
ce que nous disons, et notamment dans le parti auquel j'appartiens, qui est Génération, et à quoi nous croyons très fort à Ivry-sur-Seine, c'est que la question de la justice sociale et de la justice climatique sont un même combat. C'est-à-dire qu'il faut assurer à la fois aux populations un avenir parce qu'on préserve leur environnement, et en même temps qu'on s'assure que les fractures sociales qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui sont accentuées par la crise climatique, par ailleurs, puissent être résorbées dans un même temps, grâce notamment aux solutions qu'on apporte sur les questions environnementales. Oui, c'est une approche globale, donc c'est une approche aussi qui prend en compte beaucoup les individus. Et justement, on va parler d'Ivry, parce que voilà, là, à Ivry, vous avez mis en place différentes mesures. L'un des éléments majeurs de la stratégie mise en place à Ivry, c'est le dispositif Conférence Climat, qui est lancé en 2021, avec une volonté vraiment affichée d'impliquer les citoyens à travers des concertations citoyennes, justement sur ces enjeux climatique et écologique. L'idée initiale, c'était de concevoir un plan d'action global pour la ville, tout en sensibilisant les habitants à ces enjeux. Et donc, comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, on voit, ça c'était la toute première édition, donc 2021, puisqu'il y a eu 3 éditions, on va les énoncer. Exactement. D'où vient l'idée de la conférence climat ? D'abord, c'est de dire que dans le projet municipal de 2020, nous avons affirmé la volonté d'Ivry de s'inscrire dans la neutralité carbone à 2050, avec des points d'étape qui nous permettaient d'aller à l'objectif. Fort de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire notre conviction profonde que justice sociale et justice climatique sont un même combat, on ne pouvait envisager de mener cette transition, ou cette bifurcation écologique, de manière très forte et très organisée, sans que les citoyennes et les citoyens de la ville soient totalement impliqués dans, non seulement, c'est pas qu'une question de concertation, c'est une question de co-construction des politiques publiques. C'est-à-dire qu'ils sont au cœur même de la construction de la politique publique et des dispositifs qu'on allait mettre en place pour aller vers l'objectif. C'est leur donner plus de pouvoir, en fait. Exactement. Donner des pouvoirs. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change que on intègre dès l'amont des politiques publiques et leur construction le point de vue des habitantes et des habitants. C'est-à-dire leur manière de vivre au quotidien, leurs aspirations, et aussi l'énergie qu'ils développent et quand ils sont organisés en association ou par leur engagement personnel du point de vue environnemental. Et c'est comment on les fédère autour de l'objectif commun pour construire les politiques publiques et pour qu'ils y mettent toute leur énergie avec nous, parce que, évidemment, la ville seule ne peut pas assurer cette transition. Il faut que l'ensemble de la population, l'ensemble des partenaires économiques, institutionnels, se mettent au travail pour aller vers l'objectif. C'est ça l'idée de la conférence climat, et c'est donc de mettre tous les acteurs autour de la table pour co-construire des politiques publiques qui soient en réalité réalistes. C'est-à-dire qu'elles dessinent un champ des possibles, et une fois que ce champ des possibles est balisé, parce qu'on y a fait entrer tous les points de vue, ça permet d'être concret et d'être directement dans la réalisation. Oui, alors ça, c'était sous forme d'ateliers, c'est ça voilà, vous avez fait passer des informations et puis en même temps, vous avez fait des ateliers de réflexion, en fait, avec les habitants. Ouais. Ça. Alors d'abord, on a allé récolter les points de vue des habitantes et des habitants avec ce qu'on appelait la caravane citoyenne. Donc on s'est projeté dans l'espace public et puis on a organisé des moments de discussion informels avec les gens pour savoir déjà où ils en étaient de la question climatique. Oui, faire le bilan déjà, voilà, qu'est-ce que ça a évoqué pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire dans leur quotidien et qu'est-ce qu'ils attendaient aussi de la ville pour la transformation. Et donc ensuite, on a mené ces ateliers autour de 6 grandes thématiques qu'on a balisées et qui ont permis pendant un an de construire quasiment plus de 560 propositions d'action, ce qui est colossal. Et encore une fois, ce n'étaient pas des propositions farfelues, jetées en l'air. Elles étaient vraiment inscrites dans un champ qui avait été balisé collectivement et donc qui nous obligeait, nous, ville, à mettre en place les moyens. En tout cas, on avait un devoir de mettre tout ce qui était possible en place pour qu'on puisse arriver aux objectifs qui étaient fixés collectivement. Oui, alors déjà, on va regarder deux illustrations, mais juste avant, je veux savoir, et au niveau de la ville, est-ce que vous étiez fixé des objectifs chiffrés avant pour la ville de manière générale ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire c'était cette trajectoire fixée. Avec une baisse de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre à 2040, et donc ce qui est assez important, avec une baisse des consommations énergétiques de 30% à la fin du mandat, donc en 2026.
on y est presque. Et donc voilà, donc c'était, oui, effectivement, on avait des volontés comme C'était, ça. oui, très, très forte, effectivement. Alors, moi, ce que je voudrais que vous me commentiez, on va regarder, Nolan, si tu veux bien, tout d'abord nous mettre, il y avait donc différentes thématiques. Il y en avait une qui était sur économiser l'énergie. Voilà, donc si, alors on va peut-être grossir un petit peu, mais je pense que les personnes qui nous suivent vont voir. Voilà, donc là, donc ça, c'est suite aux ateliers que vous avez établis, Exactement. ces diagnostics. Ça fait, en fait, ça synthétise les avis des habitants, c'est ça? Exactement. Alors, donc ça, c'est le travail d'une facilitatrice graphique qui a suivi tous les ateliers Oui, et qui, pendant les discussions, a essayé de projeter une image du contenu des discussions. Et donc, on voit qu'elles sont extrêmement riches oui, tout à fait. et on voit des éléments qui sont très précis en réalité sur ce qui est attendu du point de vue des politiques publiques. C'est pas seulement des grands principes comme ça. Il y a des D'accord. choses qui sont très précises. Et Et là, donc, et là, il y en a certains qui ressortent. Oui, merci Nolan. Oui, on peut grossir peut-être un petit peu déjà d'un côté et puis de l'autre. Peut-être, il y a peut-être certains gestes ou voilà, certaines décisions qui vous ont interpellé davantage ou qui ont fait sens, oui, forcément. par exemple, sur la question de l'éclairage public, Oui, on peut se dire que c'est très technique, etc. En réalité, c'est un double enjeu, c'est-à-dire celui de l'économie massive d'énergie, hein, parce que quand on aura ce qui a été fixé dans la conférence climat, c'est-à-dire d'accélérer le plan de réduction des consommations sur l'éclairage public, on sera quasiment à moins 80% de consommation énergétique sur l'espace public, ce qui est colossal, oui, mais c'est aussi un enjeu de sécurité et de forcément. sentiment de sécurité dans les quartiers. Oui, Et donc, on l'a vu. si on Oui, ne oui. construit pas ce Mhm. dialogue avec les habitantes et les habitants en disant on réduit l'intensité lumineuse ou on fait des extinctions partielles, soit la nuit, etc., il faut aussi avoir cette discussion avec eux sur qu'est-ce que ça va engendrer dans l'espace public, quel Oui, si on sentiment on va sort la avoir. nuit, une jeune femme qui sort la nuit, la rue est moins éclairée, elle est peut-être plus vulnérable. Elle peut Exactement. se sentir en tout cas plus Donc, vulnérable. si on n'a pas ce dialogue-là en amont et cette discussion-là, on ne peut pas comme ça jeter des objectifs chiffrés et dire bon ben on va faire de l'extinction, on va faire etc. Et quand on a subi la crise énergétique Mhm. 2022-2023 avec des factures qui ont explosé pour la collectivité comme pour les ménages, euh, heureusement qu'on avait en 2021 anticipé et travaillé ensemble et donc on a pu enclencher ce dispositif de manière accélérée de transition de l'éclairage public, mais tout le monde était prêt à ça. D'accord. C'était le bénéfice de la Oui, conférence climat. c'était ça, oui, justement, parce que les personnes étaient davantage Voilà. sensibilisées à ces questions et prêtes peut-être à changer leur quotidien aussi. Oui, C'est ça qui, oui, oui, en voyant, oui, d'une certaine manière. effectivement. Et après, alors, les questions d'économie d'énergie, on est très vite dans des choses très techniques. Oui, Donc, c'était pas simple aussi aussi, d'être oui. voilà, dans cet entre-deux, entre des choses qui peuvent être presque intuitives sur la question de la nature en ville, par exemple, Mm. et des choses qui sont beaucoup plus techniques, comme les économies d'énergie. Et donc, on a parlé du développement du chauffage urbain, de la Ah oui. géothermie. Voilà, donc ça induit aussi ces discussions-là. Mhm. Et on avait alors une autre thématique, Nolan, tu vas nous le mettre, c'était réduire les déchets aussi, sur lequel voilà, vous avez eu des réflexions. Donc bah, voilà, c'est celle-ci, c'est ce que l'on voit à l'écran. Alors même chose, donc les habitants d'Ivry ont réfléchi collectivement et il y a certains items qui sont ressortis peut-être plus que d'autres qui ont emporté l'adhésion. Ouais, là où on s'est félicité de ce travail sur la question des déchets, c'est que les habitantes et les habitants ont bien compris qu'il y avait des pôles de politique publique qu'il fallait privilégier. La Oui, question de la réduction, évidemment, mais aussi la question de la prévention, c'est-à-dire l'accompagnement au geste de tri, qu'il fallait renforcer parce qu'il n'était pas assez présent, pas assez visible. Et puis, ils ont aussi compris que la question de la gestion des déchets, c'est une question de structuration des filières économiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le geste individuel de je fais mon tri, etc. Mais c'est qu'est-ce que mon tri, à quoi mon tri va-t-il servir? Et est-ce que vraiment j'ai la garantie que derrière, il y a le vrai recyclage des matériaux, etc., etc. Et puis, c'est toujours la même chose, il y a des injonctions contradictoires. mhm. On nous demande de réduire nos émissions de déchets de manière individuelle et collective. On a de plus en plus de déchets qui sont produits dans le monde parce que le développement des plateformes numériques de livraison, etc., etc. Et donc, on déborde de poubelles jaunes maintenant. Vous voyez chez vous, Eh hein, la oui, oui, poubelle tout noire à se fait, voilà. réduit Oui, et la les poubelle jaune poubelles jaunes explose. sont insuffisantes. Voilà. Oui. Et donc, avec toutes ces contradictions-là et toutes ces injonctions, il faut bien essayer de tracer un chemin collectif. Et les habitants d'Ivry et les habitants d'Ivry ont bien compris que on avait des atouts. D'abord à Ivry, on a notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont très impliqués sur les questions du réemploi. Mhm. C'est-à-dire, d'abord, on réemploie, c'est-à-dire qu'on sort
ces déchets qui n'en sont pas Oui. du circuit des déchets pour les remettre au service du collectif. Et ensuite, du coup, de structurer des filières locales avec des emplois à la clé, des qualifications, de l'insertion, etc. Et donc, privilégier le réemploi et ensuite, tranquillement, accompagner la chaîne du déchet pour le réduire au maximum. Mmh. Effectivement. Alors il y avait, plusieurs, tendances dans les propositions qui ont été mises par les habitants. Donc effectivement, on a vu économiser l'énergie, on a vu réduire les déchets. Il y avait l'alimentation, il y avait les mobilités, rafraîchir la ville Oui, bien aussi, sûr. la biodiversité, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, les migrants climatiques et puis, les déchets et recyclage voilà, c'était les grandes tendances en fait qui, Oui, et vous en avez bien qui est très important pour nous, c'est l'écoféminisme. Euh, effectivement, je ne l'avais pas donc et donc, alors, juste un mot sur la question des migrations climatiques et de oui, l'écoféminisme. Euh, pour le coup, c'est pas très intuitif comme thématique. oui. Alors, d'abord, sur l'écoféminisme, nous avons des associations extrêmement mobilisées à Ivry sur les questions féministes et notamment sur cet enjeu-là du rôle des femmes dans la transition Mmh. écologique parce elles en sont plus que les hommes les premières victimes en réalité et développent plus que les hommes des réponses dans leur quotidien à cette transition. Et donc on a beaucoup travaillé avec l'association qui s'appelle Femmes Solidaires à Ivry sur définir l'écoféminisme, qu'est-ce que ça a impliqué du point de vue des politiques qu'on voulait porter à Oui. Ivry. Et donc plutôt que d'en faire une thématique isolée, on a choisi qu'elle soit totalement transversale sur l'ensemble des champs qu'on a traités dans la conférence climat. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on interrogeait le rôle des femmes Oui. euh, par rapport à chaque Oui, à thématique. chaque thématique, Donc ça, bien c'était évidemment, oui. important. Mmh. Et celui qui n'est pas simple aussi à gérer, Oui. c'est la question des migrations Oui. climatiques. Euh, à Ivry, comme ailleurs en Ile-de-France, on a dû gérer des situations très problématiques parce qu'il y avait des jeunes mineurs isolés qui se sont installés à Ivry, qui du coup viennent de pays qui subissent des conflits, mais aussi qui subissent les conséquences directes du changement climatique. C'est bon. Et donc, quand on est une collectivité comme la nôtre, quand l'État quand même joue pas tout à fait son rôle sur cette question, comment on gère ça? Comment on assure qu'une collectivité comme la nôtre est en capacité de travailler à cet accueil, Mmh. de mettre, D'accueillir décemment, oui, d'accueillir décemment, c'est ça qui est important. évidemment, et surtout de faire prendre conscience collectivement aux habitantes et aux habitants d'Ivry que le dérèglement climatique a un rôle dans cette affaire. Mmh. Voilà. Et donc, la question des migrations climatiques, qui concerne aujourd'hui évidemment des migrations, je dirais, méditerranéennes, mais qui demain concerneront la France. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il y aura des régions dans lesquelles la vie sera très difficile à certaines périodes de l'année en France, il y aura des migrations internes. Sûr. Comme d'ailleurs la plupart des migrations qui sont liées à cette question sont des migrations régionales, Mmh. Totalement. notamment en Afrique subsaharienne, et pas du tout des migrations vers Oui, des pays étrangers. on va au plus proche, bien Exactement, évidemment. Oui, mais ça concernera la France, comme vous le bien dites, sûr. très justement. Oui, Donc, donc il faut y réfléchir comment dès on anticipe maintenant. ça? Et donc Exactement. c'est pourquoi ça faisait partie, des items, voilà, que vous avez, considérés. Alors donc dans cette première, il y a cette première étape, il y a des comités de suivi qui ont été mis en place, hein, justement pour voir, quelles étaient aussi les priorités puisqu'il y avait, vous disiez, plus de 500, propositions qui ont émergé. Il fallait en choisir certaines, il fallait donc les suivre et puis donc ça se met en place petit à petit et 2023, Oui. c'est la deuxième conférence climat. Là, ça fait un peu office de bilan de mi-mandat, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc effectivement, les comités de suivi se sont développés entre 2022 et 2023. Effectivement, il a fallu créer des paquets de politiques publiques qui permettaient aux Ivriennes et aux Ivriens de prioriser. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'écartait pas les autres, Mmh. c'est-à-dire qu'on ne les met pas dans un tiroir ad vitam Oui. aeternam. C'est simplement que l'action collective doit se concentrer à un moment donné sur un certain Il nombre faut de points. commencer par Voilà. certains, les plus urgents peut-être, Voilà. ou Donc on a ceux qui fixé des fédèrent. nouvelles priorités qui ont Mmh. été définies par les Ivriennes et les Ivriens. Et donc il était temps en 2023 de regarder quelles étaient les avancées sur ces priorités et de fixer soit des nouvelles priorités, soit de discuter de la manière dont on allait amplifier notre action pour aller vers ces objectifs qui avaient été fixés.
D'accord. Et donc là, donc 2023, on fait ce bilan. Et puis 2025, c'est la troisième édition. Voilà d'ailleurs l'affiche. Donc ça, c'était le 17 mai 2025. Hein, c'est tout récent. Donc là, c'est donc un bilan, bien sûr, de ce qui vient de se passer entre 2021 et 2025. Et puis en même temps, c'est peut-être aussi une manière d'envisager la suite. Oui, bien sûr. Alors, il était temps effectivement de faire le bilan de ces 5 années de travail collectif, et donc c'était un beau moment, collectif, avec les associations, les, Mhm. citoyens, organisés, ou très investis, qui étaient présents, hein, sous format, forum, on va dire Oui, ça comme ça, qui présentaient tout le travail qu'ils font au quotidien, d'accompagnement. Il y avait évidemment les services de la ville qui ont présenté l'avancement, dans leur secteur de compétences. oui, Il y avait les partenaires institutionnels, je pense au Grand Orly Sainte-Bièvre sur la question des oui, c'est ça, déchets, et oui, au niveau cetera. du territoire, oui. Et puis il y avait ensuite, des discussions, avec des invités, extérieurs à la ville ou, des habitants ou des gens, experts de certaines questions, ivriennes et ivriens, qui ont échangé sur, justement cet avancement, là où on en était, qu'est-ce que ça a appelé comme réflexion, et qu'est-ce que ça a appelé surtout comme volonté d'accélérer ou d'amplifier le travail. Et donc ça a été extrêmement riche comme journée. Oui, Et ça nous a permis effectivement de tracer de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que, euh, évidemment, la question de l'atténuation des impacts de nos politiques publiques en termes, d'émissions carbone, ou d'aménagement du territoire sont extrêmement importantes, et nous continuerons à nous battre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 mhm, et pour aménager notre ville, pour qu'elle soit, euh, efficace possible du point de vue climatique. Mais il y a, une nouvelle donnée qui, a été introduite dans le paysage collectif il y a quelques mois, quelques semaines, je dirais même, c'est, le fait que nous avons acté en France la trajectoire de plus 4 degrés en 2100. C'est-à-dire que le réchauffement global en France, ce sera plus 4 degrés en 2100, quand les accords de Paris tentaient de dire que nous allions, contenir le réchauffement à plus de degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux choses. D'abord, ça veut dire qu'il faut continuer de se battre pour réduire l'impact, de notre mode de vie, de nos modes de oui, vie individuels et collectifs, pour justement réduire ce choc. mhm, Donc il faut continuer à travailler sur la transition écologique, continuer à investir pour faire la transition énergétique, pour continuer à, structurer les filières d'avenir qui sont celles de la transition écologique. Il ne faut pas lâcher. oui, Mais en parallèle, il faut aussi penser à ce plus 4 degrés et à ce que ça va induire sur nos modes de vie et notre société. Parce que être à plus 4 degrés, c'est remettre beaucoup de choses en question. C'est remettre en question la continuité de nos services publics, nos oui. capacités à pouvoir accueillir correctement dans les établissements publics, On les pense aux écoles, écoles, par par exemple. exemple, Mhm. exactement, mais, les EHPAD, etc., etc., Oui, des toutes publics. déjà les populations les plus Voilà, vulnérables. les publics vulnérables. Donc, comment on fait pour assurer la continuité du service public et la protection des populations? Comment on fait pour anticiper, les catastrophes qui peuvent potentiellement arriver, Aussi, hein? oui. Oui, parce qu'elles vont se multiplier de fait. Voilà. Alors, soit les épisodes de fortes précipitations, Par exemple, oui. de montée de la Seine. Nous, à Ivry, on est très, concernés par Oui. les risques d'inondation de la Seine. Et ensuite, de pouvoir, aussi réfléchir plus largement. Ça veut dire aussi, qu'advient-il de notre, capacité à pouvoir, produire notre alimentation sur notre territoire à plus 4 degrés, quand on sait qu'aujourd'hui, les épisodes de sécheresse, sont démultipliés. Mhm. Euh, Là, ça quid veut de dire notre changer aussi de certaines cultures, abandonner certaines cultures et en mettre d'autres Alors peut-être à voilà, la ça place. veut dire s'interroger sur tout ça, ça veut dire s'interroger sur notre souveraineté alimentaire, sur notre approvisionnement en alimentation, Mhm. sur, nos préservations de ressources naturelles, notamment les questions de l'eau, donc la baisse de la consommation. Oui. Et puis aussi, de manière un peu plus, large, c'est, aussi réinterroger, nos modes démocratiques. Parce que, quand on en est à, plus 4 degrés et qu'on doit tout repenser des systèmes de notre société, fatalement, on doit aussi réimpliquer les citoyens dans une forme Oui. de prise de décision collective Mhm. pour que ça se passe du mieux possible. Et donc ça aussi interroge jusqu'à notre mode de régulation collective, de prise de décision collective, pour que on fasse, qu'on
soit face à ce choc-là et qu'on puisse le vivre du mieux possible. Oui, donc ça serait en fait, ce que vous avez fait sur le modèle d'Ivry, ce serait le démultiplier dans toute la France. Ça peut servir d'ailleurs, sa vocation, c'est peut-être l'idée aussi de cette émission, c'est que ça ait valeur d'exemple pour d'autres communes, voilà, qui puissent impliquer plus largement les citoyens, tous les habitants. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de communes qui essayent Tout à fait. de construire ce dialogue avec les habitants, de les amener à réfléchir sur ces sujets-là de plus en plus. Il faut dire que le contexte ne nous aide pas vraiment, hein, entre l'anxiété générale et puis des priorités qui sont affichées dans le discours politique, et puis voilà, il y a puis les conflits, etc. Donc on est dans une période difficile pour impliquer les gens sur cette thématique, mais au moins on essaie de tracer les perspectives. Et donc l'engagement qu'a pris Philippe Bouissou, qui est le maire d'Ivry, à la fin de la conférence climat, c'est l'engagement qu'il a pris, c'est réellement d'anticiper cette question du plus 4 degrés et de réfléchir l'ensemble de nos politiques publiques à ce regard-là. D'accord, effectivement, oui. Donc ça c'est la question première. Alors on va avancer justement au sein d'Ivry et avant toute chose, on va parler, je vais vous emmener, tiens, je vais vous emmener prendre un peu la verdure. On va regarder quelques images de nature au sein d'Ivry avant d'aborder une autre thématique importante et une autre action importante de la ville, c'est le plan biodiversité. Donc on se retrouve tout de suite après ces quelques images. Alors là, on vient de voir tous ensemble des images d'Ivry. Et moi, je voulais savoir avant tout, quels sont aujourd'hui les bénéfices concrets pour une ville de végétaliser et de promouvoir la biodiversité? D'abord, c'est changer le cadre de vie des habitantes et des habitants. Quand on est une ville comme Ivry, aux portes de Paris, derrière le périphérique, dans un tissu dense Oui, du cœur de la métropole, c'est évidemment améliorer le cadre de vie des habitantes et des habitants. On a besoin que dans nos villes, il y ait davantage d'accès aux espaces verts, aux espaces de nature en ville. Donc c'est le premier bénéfice. Le second, c'est évidemment de rafraîchir la ville. On sait très bien qu'une ville dense qui est fortement imperméabilisée, d'abord a effet d'îlot de chaleur urbain qui mhm, amplifie les épisodes de forte chaleur ou de canicule, premièrement, et deuxièmement, ne permet pas, quand il y a des épisodes de forte précipitation, de pouvoir absorber et de oui. pouvoir être résiliente face au risque des inondations. Et Ivry, comme je le disais tout à l'heure, est fortement concerné par les risques d'inondation. Donc, c'est ce double bénéfice-là, d'abord. Et puis, sur la question de la biodiversité, évidemment, notre survie d'humain dépend de la survie de l'écosystème et donc de la biodiversité en général. Et donc, le bénéfice que nous avons, c'est forcément de préserver cette biodiversité et de l'aider à se développer encore plus. Alors, dans les images qu'on a vues, il y a des très beaux espaces à Ivry qui sont... Oui, on a vu, c'est très bien. Et ça, c'est avant même que vous n'enclenchiez le plan biodiversité. Oui, Ça, ce sont des images qui datent ce de sont les atouts 2021. d'Ivry. Voilà, Ce sont les atouts exactement. d'Ivry. Et donc, alors d'abord, le travail qu'on a fait sur la biodiversité, sur ce travail-là de nature en ville, a permis d'abord de prendre conscience de la richesse de ce qui Mhm. existe à Ivry aujourd'hui du point de vue de la nature en ville, de la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est pas seulement
les grands animaux, si j'ose dire, Oui, c'est aussi des petites plantes, etc., etc., des petits insectes qui font la richesse de la biodiversité. Et donc, on a travaillé avec Coloco, qui est un bureau d'études oui. spécialisé en la question, pour d'abord établir ce diagnostic-là. Quels sont les atouts d'Ivry? Qu'est-ce qui existe? Oui. Et donc, on a travaillé avec les habitantes et les habitants d'Ivry, qui ont participé à des balades de découverte, qui ont travaillé avec le bureau d'études parce qu'ils connaissent leur quartier, parce qu'ils voient des choses évidemment évoluer. Et ensuite, l'idée pour nous, c'était de dire, voilà, on a ces grands atouts-là, ces grands pôles de biodiversité, le cimetière parisien qui est extrêmement préservé et donc qui est un vrai havre de On l'a vu, biodiversité, effectivement, oui, très très voilà, vert, oui. où il y a des renards, des blaireaux, etc. Il y a à Ivry-Port, il y a la cheminée de la chaufferie qui héberge un couple de faucons pèlerins, qui est une espèce protégée. Bref, voilà, donc on s'est rendu compte de toute cette richesse-là, et donc c'est notre point d'appui pour Mhm. continuer à développer la nature en ville, et surtout de tracer les corridors entre ces espaces de nature qui permettront à la biodiversité de pouvoir s'étendre sur notre ville. Oui, parce que là, même chose, ça s'est passé, vous avez aussi de manière collective, vous avez initié des ateliers participatifs. Donc en 2021 et 2022, des visites en petits groupes dans plusieurs quartiers d'Ivry pour étudier l'état de la nature. On avait d'ailleurs une photo, Nolan, voilà, c'était des visites qui ont été faites Exactement, ouais. voilà, dans la zone. Vous avez sectorisé en fait, vous avez fait six secteurs, Oui, c'est ça, c'est en lien différents. avec les quartiers qui Voilà. sont dessinés dans la ville, ouais. D'accord, effectivement. Et puis donc, voilà, en fait, les habitants ont pu voir l'état de la biodiversité, donc dresser un peu cet état des lieux. Et après, il y a eu des échanges. Vous avez fait des ateliers. D'ailleurs, on avait, vous pourrez peut-être nous commenter. Moi, j'avais une photo de l'échange pour le quartier Ivry, Port-Bord de Seine. Donc ça, c'est la suivante, Nolan. Voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, donc de ces visites ont découlé des échanges. Et puis donc là, il y a un bilan qui a été établi, les plus, les moins, c'est ça en Tout à fait. fait, ouais, ouais. Donc on peut peut-être grossir un petit peu, peut-être la partie gauche, s'il te plaît, Nolan, pour qu'on voit un petit peu déjà le bilan. Puis après, je pense que sur la droite, c'est les grands axes qui se sont dégagés. Alors c'est peut-être Exactement. petit, mais Ça, voilà, donc ça, c'était est-ce qu'on est tous d'accord sur le repérage des potentiels, oui, donc du déjà là et de leur qualité, et qu'est-ce qu'il manque, évidemment, voilà, et surtout. Et donc ça a tracé des pistes collectives de oui, travail, fidèles à notre habitude d'implication, de co-construction avec les habitantes et les habitants. Et donc ça a donné, je dirais, le terreau à Coloco pour faire des propositions d'amélioration, à la fois à l'échelle de la ville, macro, pour dessiner ces corridors à la grande échelle, et en oui. même temps, au cœur des quartiers, de pouvoir faire une série de propositions, d'actions, d'aménagement ou de réaménagement des espaces publics, mais aussi, et c'était très important pour nous, des changements réglementaires. C'est-à-dire que nous avons agi sur le plan local d'urbanisme d'Ivry, Oui, et nous avons versé au plan local d'urbanisme intercommunal qui va bientôt voir le jour un certain nombre de préconisations pour renforcer les dispositions réglementaires qui visent à davantage préserver la nature déjà présente. mhm. Oui, ça c'est Euh, important. Oui, faut garder l'existant. Il Bien faut sûr. surtout pas Donc on s'est rendu compte l'endommager. qu'il y avait pas mal de zones qui étaient pas très bien protégées à Ivry, et donc on a renforcé la réglementation pour les protéger de manière définitive. Et puis sur les zones en mutation, parce que Ivry est une ville qui est en très forte mutation urbaine, de pouvoir définir des secteurs dans lesquels priorité à la nature, et tout ce qui est construit est dérogatoire à cette priorisation. Et donc, il faut démontrer que le bénéfice du projet et sa qualité environnementale pour pouvoir bénéficier des droits à construire. Oui, effectivement. Alors, il y avait aussi l'idée de mettre en place ce qu'on appelle une TVB. La TVB, c'est une trame verte et une trame bleue. Alors ça, vous pouvez peut-être nous expliquer. Voilà, on va enlever l'image à l'écran, Nolan. Voilà, on a vu cet aspect. Donc voilà, moi je voudrais que oui, vous nous expliquiez cette TVB, la trame verte, la trame bleue. Qu'est-ce que Voilà, c'est mais en fait? c'est justement ce que... C'est les grands axes dont vous parliez? Exactement. C'est D'accord. comment on relie ces points d'attraction de biodiversité entre eux, et ensuite qui C'est ça. permettent C'était ça. de pouvoir dessiner ces liaisons, en réalité, à grande échelle, entre ces espaces de nature en ville. Donc ça, c'est la trame verte, donc la nature. Oui. Et pourquoi bleu? Parce que, évidemment, le parcours, le grand cycle de l'eau est extrêmement important, particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, quand à Ivry, on est fortement soumis au risque inondation. On a la Seine, évidemment, qui est un atout majeur
de notre ville. Et donc, comment on assure que le cycle de l'eau, que le circuit de l'eau dans la ville se fasse de manière efficace, sécurisée. Et puis, tout à l'heure, je disais, la forte imperméabilisation des sols Mhm. est un problème en ville. Donc, comment on désimperméabilise les sols, comment on permet l'infiltration des eaux dans les sols de la ville. Et puis aussi, ça interroge le rapport des habitants à l'eau. Aussi, et oui, Voilà. forcément. Et donc c'est à la fois l'eau qu'on boit et dans l'espace public, l'eau avec laquelle on joue quand il fait trop chaud, et puis il y a l'eau nature. Du coup, une des grandes volontés de la ville d'Ivry pour la suite, c'est de redonner l'accès à la Seine aux habitantes et aux habitants d'Ivry. Donc on a travaillé déjà à la structuration d'un grand parc de bord de Seine qui permet de reconquérir les bords de Seine et d'avoir des espaces de nature à proximité de la Seine. Mais aussi, on a vu tout à l'heure à l'image, il y a la dernière berge totalement végétalisée et Mhm. naturelle avant Paris, sur l'amont de la Seine, et qui est un espace naturel sensible, protégé, et qui en réalité forme une petite plage, et Oui. on pourrait se baigner aujourd'hui à Ivry dans la Seine, et donc tout ça demande de Alors, on fait passer le l'accompagnement. message pour les personnes qui Voilà. nous regardent. Alors, si vous voulez Et- vous baigner voilà, dans la Seine, Ivry, c'est pour bientôt, hein. voilà. Et ben, on espère en tout cas, il y a une volonté, voilà, de cette reconquête des berges de Seine, Mhm. de redonner l'accès à l'eau aux Ivriennes et aux Ivriens. Si un jour on peut s'y baigner, c'est encore mieux pour nous. Mhm. Mais voilà, c'est ça aussi, travailler sur la trame bleue, Bien c'est sûr. tous les aspects du grand cycle et du petit cycle de l'eau. Oui, donc là, vous avez mis donc des actions, même chose, en place, au fil après avoir fait ces études. Donc, comme vous nous l'expliquiez, donc les actions se sont mises. Elles sont toujours en cours, alors Bien j'imagine, sûr, puisque bien sûr. Il y a, ça se il y a eu plus prolonge de sur. 150 propositions Oui, d'action par colocaux, qui sont soit réglementaires, soit d'aménagement de l'espace public. Donc évidemment, l'aménagement de l'espace public, ça ne se fait pas en un claquement de c'est doigts, donc ça, ça oui. s'accompagne. Et puis surtout, on a priorisé avec les Ivriennes et les Ivriens, dans chaque quartier, d'avoir un projet emblématique de réaménagement ou d'aménagement de nouvel espace public, avec une très haute qualité environnementale, pour faire la démonstration qu'il est possible de lier les nécessités d'usage dans l'espace public par les habitantes et les habitants des espaces de nature, Oui, mais aussi de protéger la biodiversité. Parfois, on se dit les choses sont peut-être contradictoires. En réalité, elles ne le sont absolument pas. C'est simplement qu'il faut y réfléchir oui. et le travailler de manière fine pour que tout le monde trouve sa place. Mhm. Eh oui, oui, ça c'est même chose, une démarche extrêmement importante et donc qui inclut encore une fois les citoyens et qui les rendent aussi moteurs dans ces projets. Moi, je voulais qu'on dise un petit mot sur la pollution à Ivry et notamment sur la création de l'Observatoire éco-citoyen pour la lutte contre les pollutions. Parce que bon, pollution, on sait, on parle pollution de la Seine, on parle pollution de l'air, vous en parliez tout à l'heure, puis pollution des sols aussi. Absolument. Ivry a un passé industriel extrêmement important. Nous étions les faubourgs industriels de la ville de Paris, de la capitale. C'est par le truchement d'Ivry que la puissance de la France s'est développée aussi, du point de vue industriel. Il y avait des très grandes entreprises industrielles qui se sont installées à Ivry, qui ont pendant des décennies exploité la ville, et notamment l'axe Seine qui permettait Eh oui. évidemment, et puis le grand réseau ferroviaire francilien qui Mhm. était évidemment un atout majeur pour la ville d'Ivry, et donc très bien situé aux portes de Paris. On était un faubourg ouvrier industriel très important, avec fierté d'ailleurs. Bien sûr. On porte cette histoire avec fierté, mais cette histoire elle a un prix, et ce prix-là c'est celui de la pollution durable de nos sols notamment, Oui. puisque si aujourd'hui la dépollution des sols, quand une industrie quitte un territoire, est obligatoire, elle ne l'était pas jusqu'à présent, et donc on hérite d'un lourd passé de pollution des sols, qui fait que justement, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux habitantes et aux habitants d'Ivry, c'est que aménager des nouveaux espaces publics de nature en ville nécessite un travail sur la dépollution des sols. Oui. Au Aujourd'hui, préalable. Mhm. dépolluer un sol coûte extrêmement cher, et ça prend du temps. Et donc, on est à chaque fois confronté à cette difficulté-là. Je prends un exemple. Nous avons végétalisé une cour d'école Oui. l'année dernière que nous avons livrée. Un enjeu essentiel, évidemment, pour l'adaptation au changement climatique Eh oui. et pour rendre, évidemment, vivables les cours d'école par forte chaleur.
Il se trouve que quand on a débitumé le sol, il y a des pollutions profondes, et donc il a fallu doubler le budget d'aménagement de la cour d'école pour pouvoir dépolluer. Et ça, c'est difficilement tenable sur le long terme. Bien sûr. Donc on demande aussi que l'État prenne sa Oui, parce que responsabilité. justement, le financement, il vient d'où? Il vient uniquement de la ville ou il y a des aides, qu'elles soient de la région, de l'État, du département? Alors, les aides des autres institutions, elles viennent plutôt sur la question de végétalisation et du bénéfice de la végétalisation. Donc, on Oui, a par exemple reçu des fonds, de l'argent du fonds vert, de l'aide à l'investissement. Mais sur la question des pollutions, il n'y a pas d'aide aujourd'hui. Et donc, on est confronté à ça. Voilà, tout seul. d'accord. Donc ça, c'est la ville qui doit prendre en charge, donc financièrement, donc ce qui fait une charge supplémentaire pour la ville Ouais. avant même de pouvoir remettre, de végétaliser les locaux. Exactement. Donc ça, c'est notre passé. Et puis, il y a notre présent. Et notre Voilà. présent, c'est la pollution de Donc, l'air, comme je disais tout à l'heure, voilà. ou la pollution de la Seine. Et donc, on est dans une configuration géographique qui fait qu'aux portes de Paris, avec le périphérique, avec l'autoroute A4, on est soumis aux pics de pollution que connaît la Forcément. métropole de Paris, etc. Et donc, ce qu'il a été imaginé, et on avait construit ce travail avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui a été créé il y a plusieurs années. Donc Fos-sur-Mer, c'est bassin de Marseille, Mhm. au bord de l'étang de Berre, fortement industrialisé, et qui subit la Ok. pollution de la pétrochimie, etc. Oui, etc. donc Et donc, qui connaît ces questions forcément de pollution de sol, exactement. notamment. Et puis surtout, qui a une méthode, surtout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire impliquer la recherche scientifique et les habitantes et les habitants Mhm. dans l'étude réelle des pollutions et dans les conséquences pour la vie quotidienne. Et donc, inspiré de ça, nous avons choisi de créer cet observatoire éco-citoyen Oui. de lutte contre les pollutions qui va permettre, sous l'égide de Marie Piron, qui est adjointe en charge de la culture scientifique, de pouvoir croiser, hybrider le travail de recherche scientifique Oui. et d'implication citoyenne, et même d'expérience citoyenne en réalité. Parce que, C'est-à-dire. c'est-à-dire que, par exemple, si on prend la question de la pollution de l'air, c'est comment on a une équipe de chercheurs qui installe des capteurs sur les habitantes et les habitants quand ils se déplacent dans la ville et qui Oui. permettent D'accord. Ah oui. de pouvoir Mhm. prélever Ah oui, il y a une participation concrète des exactement une habitants. Très participation bien. concrète, ou sur la question de la marchabilité de la ville, par exemple, et de l'accessibilité dans la ville, Oui. comment l'expérience des habitants sur leur pratique quotidienne des espaces publics alimente les réflexions des chercheurs sur les solutions à apporter pour répondre à un certain nombre de besoins de l'aménagement de l'espace public. D'accord, oui, effectivement. Donc ça, oui, je voulais savoir concrètement ce qu'il en était de cet observatoire. Et donc, voilà, je pense que ça va être très productif. Absolument, oui. Et donc l'idée, c'est à la fois de sensibiliser, évidemment, de donner, d'apporter des connaissances aux habitantes et aux habitants, mais surtout de tirer bénéfice de leurs propres expériences, de la manière dont ils vivent le territoire, pour engager des travaux de recherche et ensuite déboucher vers des solutions, parce que c'est C'est ça qu'on ça, cherche, oui, des c'est ça. solutions. Ce qu'on veut, c'est du concret, Bien bien sûr. évidemment. Alors, Ivry a aussi mis en place une stratégie bas carbone. Donc, voilà, quels sont déjà avant tout les intérêts pour une commune et pour l'environnement de mettre en place ce type de stratégie? Voilà, on a une petite photo d'illustration de cette stratégie bas carbone. Alors, Quels sont les intérêts? d'abord, quand on dit on va aller vers la neutralité carbone en 2050, il faut bien une méthode. Oui, Et puis une méthode quantifiable. oui, C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit à Ivry, c'est on ne dit pas des paroles en l'air, on ne jette pas des grands objectifs comme ça. Il faut avoir des politiques qui soient efficaces, oui. efficientes, et qu'on soit en mesure d'évaluer l'avancement vers cet objectif. Si on ne mesure jamais où on en est de l'objectif, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et donc, pour avoir tout ça, il faut bien avoir des repères, Mhm. des balises. Donc, il y a la neutralité en 2050, puis il y a des étapes intermédiaires. Et on s'assure que quand on franchit ces étapes, on est sur la bonne voie. Et donc, il a fallu travailler sur cette stratégie bas carbone, c'est-à-dire sur les principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la ville, pour Oui. s'y attaquer frontalement et pour répondre
à l'enjeu sur la question des émissions de carbone dans le chauffage, par exemple, Oui. sur comment dans le logement et sur les bâtiments publics, sur les Oui, enjeux on va de voir les mobilité. différents Voilà, axes, on va y arriver. effectivement, sensiblement, oui. Voilà, et donc sur tous ces grands secteurs qui sont les plus émetteurs dans notre vie quotidienne, comment on fait pour les réduire drastiquement pour Mhm. aller vers l'objectif? D'accord. Et donc, cette stratégie, elle se décline en 5 axes majeurs. Donc, tout d'abord, le premier axe, c'est favoriser les mobilités actives, donc notamment par l'intermédiaire du plan vélo Oui, 2023-2025, 2026, pardon. Et il y avait déjà un plan antérieur, 2020-2022. absolument. Oui, oui. Donc, les mobilités, c'est globalement 30% des émissions de carbone de la ville d'Ivry, avec un parc automobile qui est ce qu'il est, parfois vieillissant, etc. Et puis, nous avons des atouts. Oui, Les atouts, c'est évidemment notre proximité à Paris, l'accès à des transports en commun relativement structurés. oui. Et donc, comment on fait pour travailler sur le recul de l'usage de la voiture dans le quotidien des habitantes et des habitants, Sans les pénaliser, sans les pénaliser, donc d'où la discussion sur la ZFE tout à l'heure, mais aussi en leur offrant des alternatives crédibles. c'est ça. Et donc, de notre point de vue, évidemment, l'alternative la plus massive quand on est une ville où il y a 65 000 habitants, c'est les transports en commun. Et en dehors des transports en commun, pour la plus forte proximité, on va dire ça comme ça, c'est le vélo. C'est les Oui. déplacements actifs. Et donc, on a instauré un travail entre 2020 et 2023 et entre 2023 et 2026 sur un plan vélo qui a Oui. vocation à la fois, d'abord toujours dans le dialogue et la co-construction avec les habitantes et les habitants et les associations d'usagers de la bicyclette, comme on les appelle, ben voilà, pour simplement être dans le concret et dans l'efficacité pour les usagers du vélo, et puis pour tenir les objectifs à la fois de développement des infrastructures cyclables, Oui. leur sécurisation, parce que ça c'est très important en milieu urbain, Exactement, d'avoir oui. des Oui, infrastructures qui parce que soient le beaucoup plus... de personnes n'osent pas se déplacer aujourd'hui à vélo parce qu'ils ont peur pour leur propre santé. Bien sûr, bien sûr. Un accident peut être, au regard de la circulation, peut vite arriver. Bien sûr, et c'est très compréhensible. Et donc, il y a à la fois la question de la sécurisation des infrastructures et puis l'apaisement de Oui. l'espace public, c'est-à-dire aller vers le juste partage de l'espace public dans des villes qui ont été constituées pour le tout voiture, en Oui. réalité. Mhm. Et donc, comment on revient en arrière, comment on réajuste le partage de l'espace public, comment on redonne plus de priorité et d'importance au vélo et à la marche à pied aussi, hein, parce que Oui, bien la sûr, question de oui, la oui, marche à c'est pied est les extrêmement, mobilités douces dans voilà, leur grand est ensemble. extrêmement importante. Mhm. Et donc, le plan vélo, il sert à ça. Et puis, il sert principalement à définir des priorités pour les continuités cyclables. Parce que souvent, on a des infrastructures qui existent, mais Oui, elles sont discontinues. Et tout à les fait. changements comme ça de morceaux de pistes cyclables peuvent s'avérer dangereux dans Mhm. des carrefours qui sont un peu compliqués du point de vue de la circulation. Et donc, voilà. Donc, on a travaillé avec les assos pour définir ces priorités d'infrastructure, de réaménagement ou d'aménagement nouveau, et surtout de travailler à l'apaisement de l'espace public. Donc, on a pris la décision de généraliser le 30 km/h en ville, sauf sur certains axes stratégiques, notamment Oui. nord-sud, pour aller à Paris, où ça restera à 50 km/h, et dans les très proches proximités, c'est-à-dire au cœur des quartiers, être à 20 km/h, qui permettront d'avoir non pas des infrastructures totalement dédiées au vélo, mais des espaces publics où ils seront prioritaires, Mhm. et donc où la voiture sera contrainte de fortement réduire sa vitesse, à condition qu'on soit en capacité évidemment d'avoir des aménagements qui le permettent. Et c'est Oui, ça aussi où le bas blesse, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de moyens pour changer les infrastructures, c'est ça. pour réaménager les rues, Mhm. et ça coûte beaucoup d'argent, Là encore, voilà, évidemment, on et est, donc on est on y va coincé par petit à petit. oui, oui, les questions financières vont venir un petit peu poser l'agenda en fait des différents Évidemment, aménagements, forcément. évidemment. Et puis, alors, vous parliez de transport en commun. Il y a aussi le prolongement de la ligne 10 qui peut être voilà, envisagé. Oui, alors c'est un combat historique à Ivry. Oui, Euh, Bon, nous, à Ivry, on a la ligne 7 du métro qui arrive tout à fait. mairie d'Ivry. Très bien. On a le RERC Oui. qui, du coup, coupe notre ville en deux, en réalité. Euh, Très bien aussi quand il fonctionne. Sauf que ça fait bien des années que le RERC dysfonctionne partout et particulièrement à Ivry. Et en réalité, entre ce cœur de ville et l'axe Seine, il Oui. y a quasiment la moitié de la ville qui est très mal desservie en transport en commun.
et qui est en forte mutation urbaine, et donc qui appelle à avoir de nouvelles populations massivement. Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on ait des transports en commun qui soient suffisamment impactants, massifs, Mhm. et pour permettre de desservir ces populations, des habitants, mais aussi des emplois, beaucoup d'emplois, et des étudiants qui arrivent sur notre Et oui, territoire de aussi, manière oui. massive. Et donc, comment on les amène le plus rapidement possible vers le centre névralgique de la métropole qui est Paris malgré tout, mais aussi comment on relie intelligemment les infrastructures qui existent. Il y a le Grand Paris Express. Le Grand Paris Oui, Express, notamment la ligne 15, au sud du Val-de-Marne, oui. qui fait en gros le tour de la métropole. Mhm. Donc la question pour tout le monde, c'est comment on relie ce Bon, tour on de la va rallier, bien métropole sûr. en étoile vers Paris. Et donc le prolongement de la ligne 10, c'est de dire qu'on étend la ligne 10 qui s'arrête à Austerlitz vers Ivry, en Oui. passant notamment par Paris 13 et notamment les tours du Haut que vous connaissez, ces Oui. grandes tours là Et oui, oui. en bord de Totalement, qui périphérique. sont eux aussi, c'est un secteur qui est aussi un peu désertifié, ou je ne sais pas comment on peut dire, par rapport aux transports en commun. Même Voilà, chose, là, les habitants doivent marcher un certain exactement. temps, oui. Exactement. Et donc ensuite aller vers Ivry, Mhm. et notamment donc, à Ivry-Port, dans ce quartier qui est sous-doté en Oui. transport en commun. Et Mhm. ensuite, dans une deuxième phase, d'aller chercher la ligne 15 au métro des Ardoines à Mhm. Vitry-sur-Seine. D'accord. Et ce Et là, on fait la continu... jonction. Voilà, on fait la jonction. Et ce continuum-là, ce qu'il faut bien entendre, c'est que Paris 13, Ivry, Vitry, dans leur transformation actuelle et à venir, Oui. c'est quasiment 100 000 habitants de plus sur ce continuum, 100 000 emplois et 30 000 étudiants. C'est considérable, Oui. et donc ça appelle évidemment à des nouvelles infrastructures de transport qui permettent d'assurer la transition écologique, de permettre d'avoir des alternatives au déplacement en voiture. Mhm. Et ça serait horizon. On a une Alors, idée concrète Alors aujourd'hui? donc il y a le combat, c'est un combat institutionnel hein, Mhm. d'abord, Mhm. et c'est un combat collectif, c'est-à-dire que c'est pas un combat partisan. Oui. Il y a des villes de droite comme Charenton-le-Pont, il y a des villes de gauche évidemment comme Ivry et Vitry et Paris 13 qui sont fédérées dans l'association qui s'appelle La Grande 10. Oui. Le département du Val-de-Marne soutient, Oui. et donc avec les acteurs économiques du territoire qui maillent le territoire qui est concerné, les habitants bien évidemment qui soutiennent le Forcément. projet Oui, de forcément. prolongement. Et donc, cette association-là, elle mène ses combats de prolongement et elle obtient des victoires. Et les dernières victoires que nous avons eues, c'est que le prolongement de la ligne 10, il est inscrit dans le schéma directeur de l'aménagement d'Île-de-France pour les prochaines décennies et dans le contrat plan État-région qui a été signé sur la question des mobilités entre le ministère des Transports et la région Île-de-France. D'accord. Tous les voyants institutionnels sont au vert. Tout le monde est unanime et d'accord pour dire que ce projet est prioritaire et qu'il doit être financé et mené. Il ne relève plus que de la volonté de la présidente de région, qui est aussi présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, Oui. de mandater Île-de-France Mobilité pour poursuivre les études, pour solidifier les scénarios de tracé, pour Mhm. choisir où seront les stations et y aller, en Oui. réalité. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si on enclenche la deuxième phase des études cette année, on est capable, probablement, d'inaugurer la première station en 2032 ou en 2033. Bon, ça, c'est toujours loin, mais néanmoins, voilà, Vous les savez, jalons sont déjà posés, donc c'est bien, ça progresse oui, effectivement très concrètement. mais c'est l'âge normal d'un projet de transport en commun. Oui, bien évidemment. C'est la moyenne, c'est Voilà. 40 ans. Et oui, oui, Entre le donc moment où on évoque l'idée et c'est le moment où ça. on Oui, concrétise. oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, on a une bonne nouvelle encore Voilà. grâce à vous. Alors, dans le deuxième axe, on parlait des axes de la stratégie carbone, c'est la rénovation du bâti. Donc Très là, on va important. parler de programmes de rénovation thermique, aussi bien des bâtiments publics que des copropriétés. Oui, alors, euh, la ville d'Ivry, elle a la main sur son patrimoine. Et donc, on a un plan pluriannuel d'investissement qui est très ambitieux pour la rénovation thermique de nos bâtiments. Alors, thermique, mais aussi sur l'éclairage, etc. Qui nous permet déjà de tracer une potentialité d'arriver à la neutralité carbone sur ce champ-là, avec des investissements de rénovation qui sont très importants. Par exemple, je prends le prochain projet qu'on va mener, qui est la rénovation thermique du gymnase de l'Aune, dans lequel l'équipe de handball d'Ivry, qui évolue au plus haut sommet Et oui, tout nationaux, à fait. joue. On sera à quasiment 80% d'économie d'énergie. C'est considérable. Oui, bravo, oui. Parce qu'il y a la rénovation thermique et parce qu'on a le branchement au chauffage urbain. Et ce chauffage urbain, il est alimenté notamment par la géothermie, Oui. le puits de géothermie qui est à Ivry-Port.
Exactement. Donc ça, c'est ce qu'il y a entre nos mains. Donc entre guillemets, si je veux dire, c'est facile à condition qu'on soit préparé et qu'on arrive à le financer. Mais il y a tout le reste, c'est-à-dire les logements. Oui. Et là, on est face à des difficultés qui sont importantes. Alors, soit c'est du privé, et on en parlait tout à l'heure avec MaPrimeRénov' qui recule, et donc on va avoir de plus en plus de mal à faire en sorte que des copropriétés ou des propriétaires fassent l'investissement Mhm. pour faire cette rénovation de manière effective. C'est normal. Et puis, on a tout le parc de logement social, Ça. qui est aussi qui est très important à Ivry, hein, et notamment la COP Ivry Habitat, qui est le principal bailleur public de la ville, qui a plus de 6000 logements dans son patrimoine ivrien, et qui est confronté là, évidemment, à un enjeu et un challenge démesuré par Mhm. rapport à ses capacités, évidemment, de pouvoir faire cet investissement. Et donc, voilà, donc, on essaye de prévoir l'avenir, de mettre de l'argent de manière pluriannuelle en termes d'investissement, mais on est confronté à des difficultés, c'est que ce qui échappe au public est en difficulté pour pouvoir assurer ces financements. Oui, oui, on en revient aussi à la question des financements, Bien bien sûr, toujours, évidemment, oui, toujours, toujours, malheureusement. évidemment. Alors, vous parliez de géothermie, ça va me rapprocher de mon troisième axe, qui est donc renforcer les énergies renouvelables. Donc, ça passe par le réseau de chaleur urbain. Oui, tout à fait. Donc, la géothermie, les panneaux photovoltaïques également, peut-être. Alors, parmi ce qu'on n'a pas réussi à faire encore et qu'il faut qu'on développe, c'est justement la question du photovoltaïque, parce qu'on a là des potentialités de production énergétique, d'autoconsommation sur les C'est bâtiments, ça. d'abord qu'ils soient publics ou privés, Mhm. et de boucles locales d'énergie aussi, c'est-à-dire du partage de l'énergie produite entre plusieurs bâtiments publics ou plusieurs copropriétés, etc. Donc ça, c'est devant nous. Et on a rappelé dans le cadre de la dernière conférence climat que ça serait une des priorités des prochaines années. Sur le chauffage urbain, alors pour le coup, on a un réseau historique Oui, qui a été créé il y a déjà plusieurs décennies à Ivry, d'abord au centre-ville d'Ivry et ensuite à Ivry-Port, donc vers la Seine. Euh, Ce réseau-là, il est interconnecté. Il est alimenté d'une part par un puits de géothermie qui a été créé en 2017, qui permet d'avoir une énergie globale avec un mix énergétique qui est très vertueux, qui est quasiment à 80% d'énergie renouvelable et de récupération. oui, Alors, énergie renouvelable et récupération, il faut bien entendre ce que ça veut dire. Renouvelable, c'est le puits de géothermie qui livre une chaleur propre, qui est issue des nappes profondes et qui chauffe de l'eau. Ok. d'accord. De récupération, ça veut dire que aujourd'hui, sur Ivry, il y a un incinérateur, Oui. donc qu'on appelle une unité de valorisation énergétique, qui, en brûlant les poubelles de 14 arrondissements Oui, parisiens, donc ça, de c'était 12 villes voilà, du Val-de-marne. c'est les biodéchets, en fait, c'est ça? Alors, Non, on on viendra arrive sur les sur biodéchets, voilà, mais on va là, arriver, oui. là, quand on incinère les poubelles, on les jette, Oui. hop, elles sont prises en charge, elles sont incinérées. Mhm. L'incinération fait qu'on arrive à produire de la chaleur, Mhm. et cette chaleur, elle alimente notre géothermie, Oui. notre réseau à nous, mais surtout, elle alimente quasiment l'ensemble des hôpitaux parisiens en eau chaude et en Ah chauffage. oui. Mhm. C'est très important. Donc l'incinérateur ancien d'Ivry va fermer ses portes, le nouveau va réouvrir avec Oui. un tonnage incinérable divisé par deux. Donc on a un petit défi devant nous. Mhm. Donc ce réseau-là, il est historique, il est interconnecté, il est très vertueux du point de vue du mix énergétique. Et notre volonté, évidemment, c'est de toujours développer les connexions des bâtiments avec cette énergie vertueuse et de maintenir un taux d'énergie renouvelable et de récupération qui soit très élevé, Ah oui. évidemment. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce réseau, jusqu'à présent, il était en délégation de service public. Il avait été confié à un gestionnaire et à un privé qui l'a développé, qui l'a entretenu pendant des années, Oui. qui a creusé le puits de géothermie parce que ce sont des investissements qui coûtent extrêmement cher, hein, c'est 37 millions d'euros. Oui. Et cette délégation de service public a pris fin dans le réseau historique, celui du centre-ville. Et donc nous avons fait le choix à Ivry de ne pas reconduire la délégation de service public, mais de faire le choix de la régie publique. C'est-à-dire de reprendre en main par la ville, par le public, de ce bien commun, hein, tout simplement, énergétique, Oui. de ces infrastructures qui ont été portées aussi par la ville au démarrage, et donc de les récupérer en gestion et en développement, et de pouvoir notamment, comme toujours à notre habitude, réimpliquer les usagers et les usagères du chauffage dans les décisions qui sont prises sur son développement.
Oui. Bah, c'est vrai que Ivry a toujours été, moteur depuis, très, très longtemps. Il y avait, d'ailleurs depuis 2011, il y avait, un plan climat-énergie justement qui avait, permis d'aboutir à la création de cette centrale, de géothermie dont vous Tout parlez. à fait. Donc c'est vrai que c'est, historiquement, vous avez été moteur depuis de nombreuses années. Alors dans les autres axes, il y a bien sûr développer les espaces verts, donc on va revenir à la biodiversité dont on parlait, tout à l'heure, c'est la plantation d'arbres. Il y a des plans d'ailleurs qui existent. Il y a le plan 50 000 arbres. Oui, Ça, c'est le département du tout Val-de-Marne. à fait. Donc, je ne sais pas si vous en Oui, oui, bénéficiez. en Oui, partie, oui, oui, bien sûr. j'imagine. Oui, Voilà. qui finance les nouvelles plantations en partie. Voilà. Donc ça, c'est au moins on a un bénéfice financier grâce au département. Et puis également, il y a la région. Dans un de ses derniers magazines, d'ailleurs, le Conseil régional d'Île-de-France disait qu'il avait permis de financer la plantation d'1 million d'arbres en Île-de-France. Donc là aussi, vous avez pu bénéficier de l'aide de la région. Alors, de l'aide de la région en partie, pas directement sur la plantation des arbres, Oui. mais en partie, le chiffre de 1 million, qui va C'est- aller compter les arbres, voilà. Mais en tout cas, c'est tant mieux, en réalité, parce que les villes seules ne peuvent pas assumer, Ça, avec les finances qui sont c'est ce les qu'on leurs, disait tout à l'heure. Oui. ça. Après, la difficulté que je trouve, à titre personnel, en France, c'est que on fonctionne par appel à projet. C'est-à-dire que la région et le département financent, Mhm. mais en réalité, ce sont des guichets. C'est-à-dire qu'il faut porter des projets, les ficeler, leur mettre entre les mains et qu'ils décident de financer une partie, parce que c'est toujours du cofinancement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut mettre d'abord sur la table en disant ça va coûter tant, la ville est capable de mettre tant, aidez-nous. Et finalement, ils finissent par cofinancer. Mais c'est D'accord. toujours du cofinancement, ce qui est une subtilité importante. Et par ailleurs, ça veut dire aussi en amont pour les villes d'être en capacité de porter ces projets. Le problème que nous avons dans les villes, c'est que la dégradation des finances publiques continue depuis des décennies et qui s'est accélérée ces dernières années, fait que on a des charges de fonctionnement qui sont très importantes et contrairement à l'État, on ne peut pas avoir des budgets en déficit. Donc Oui. ça veut dire que on est très en mal de pouvoir recruter des agentes et des agents compétents en la matière, puisqu'il faut des cadres qualifiés Mhm. pour le faire, Forcément. et puis de l'autre côté, d'être en capacité de pouvoir faire des investissements massifs que ça demande, et donc de pouvoir emprunter, etc. etc. Et donc, euh, je trouve que la région, le département, devrait avoir davantage un rôle d'accompagnement euh, Oui. des collectivités plutôt que d'être juste un guichet et Mhm. une espèce de banque à l'investissement pour les collectivités. La région, sa compétence principale, c'est la question de l'aménagement du territoire. Oui. C'est pour ça qu'il y a le schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France. Et quand on tire le fil, à la fin du système, bon, ben, elle finance 10 000 euros par-ci, 13 000 euros par-là, etc. À partir du moment où les villes ont porté les Oui, on projets. déjà, bien Et sûr. elle ne met pas Mhm. d'ingénierie à disposition, etc., etc. Donc il y a là une espèce de paradoxe intéressant sur le fait que la région dit il faut y aller, il faut aménager comme ci, il faut aménager comme ça, mais derrière, Oui, mais lancez-vous finance un déjà et petit nous, on peu. suivra. C'est Voilà, ça un petit peu, peut-être. voilà, On peut-être. suivra peut-être. Voilà, on suivra peut-être. Voilà, il faut parler au conditionnel. Donc effectivement, ça prend, la commune prend un risque, bien évidemment. Alors dernier axe, c'est l'alimentation durable. Donc ça passe notamment par les produits bio dans les cantines aussi. Ça, c'est ce que vous avez essayé de mettre en place, bon, qui existe déjà, bien évidemment, Oui, et d'amplifier également. Et puis peut-être aussi par l'agriculture urbaine. J'ai vu que voilà, c'était un vecteur important alors à Ivry. effectivement, dans le cadre de la conférence climat, la question de l'alimentation était prépondérante, hein, Oui, et très importante. Euh, Ça passe par plusieurs biais. Alors, il y a la question de la restauration collective, tout à scolaire. fait. Donc nous, on fait partie d'un syndicat intercommunal qui s'appelle Table Commune, hein, qui est un syndicat très important et qui a un plan de développement de l'alimentation biologique dans les cantines, qui a un plan zéro plastique qui va voir le jour là de manière effective. Donc voilà, donc évidemment, c'est public, c'est collectif, on prend les décisions ensemble, et donc il y a une trajectoire très vertueuse en la matière. Ensuite, il y a tout ce qui est fait en termes d'accompagnement des élèves sur le bien manger, sur Mhm. tout ça. Donc, évidemment, on est présent au rendez-vous sur cette question. Et puis, il y a aussi la sensibilisation au gaspillage alimentaire, Oui, hein, qui est un enjeu important, surtout dans les milieux scolaires à la cantine. On peut manger tout et on n'est pas obligé de jeter à la poubelle. Et quand on jette à la poubelle, on trie. Et donc, ça fait très longtemps qu'Ivry, aujourd'hui, toutes les écoles d'Ivry bénéficient de tables de tri pour les biodéchets.
C'est-à-dire que les élèves ont appris à trier les restes alimentaires qu'il y a dans leurs assiettes dans la bonne poubelle pour que Mhm. ces déchets-là soient valorisés, soit en compostage, soit industriel, soit en méthanisation. Oui, Et ça fait déjà des années. Et donc Ivry a été aussi précurseur sur cette question du tri des biodéchets dans le milieu scolaire. voilà. Oui. Et puis ça sensibilise les enfants quand ils vont devenir, quand ils vont adultes, Bien sûr. ils garderont ces réflexes de tri forcément. Bien sûr, bien sûr. Et on compte sur eux. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, en Mhm. réalité, pour changer les mentalités et les habitudes. Euh, Encore un mot sur les biodéchets. Il y a eu, comme toujours, une injonction de l'État de dire début 2024, vous devrez, vous, collectivité, assurer à chaque citoyen, où qu'il soit, une possibilité de pouvoir trier ses biodéchets à la source. Voilà. Voilà. Donc c'est soit ils compostent, soit Mhm. ils amènent à un endroit où vous prélevez chez eux les biodéchets qu'ils produisent. Et puis vous allez les amener pour qu'ils soient valorisés, particulièrement en biogaz Oui. ou alors en compost. Euh, Aucun accompagnement de l'État sur cette question. 0 €. Et donc il a fallu que les collectivités prennent à leur charge, sur leur dos, cette question-là de la gestion des biodéchets. Alors, il y a une partie qui est celle de la collecte et du traitement qui est financée, puisqu'il y a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui finance cette partie-là. Oui. Mais toute la phase de prévention, Oui. Oui, parce qu'il c'est-à-dire faut informer. Voilà, l'accompagnement au faut geste de déjà tri, informer, bien sûr. exactement, c'est des changements d'habitude qui ne sont pas simples à prendre. Bien sûr. C'est une organisation logistique quotidienne. Puis Bon, déjà expliquer pourquoi, avant tout. alors, Parce qu'on veut bien le faire, mais si on n'en comprend pas la finalité, on ne le fera exactement. pas. Donc il faut expliquer la finalité, il faut expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre Aussi. dans les biodéchets, Voilà. comment on peut s'organiser, que c'est pas sale, Mhm. que c'est sécurisé, etc., etc. Ce champ-là de la prévention et de l'accompagnement, il n'est jamais financé. Oui. C'est la seule volonté des collectivités de mettre de l'argent sur la table pour qu'il y ait des ambassadeurs du tri qui fassent du porte-à-porte et qui expliquent aux gens comment il faut faire. Mhm. Donc voilà, et donc on est toujours sur ces injonctions-là de vous allez faire comme ça va être la loi et ça va être la règle, Oui. mais débrouillez-vous pour que ça fonctionne. Bon, à Ivry, on s'est dit que c'était un enjeu majeur. Les biodéchets, c'est 30% de la poubelle qui est incinérée. 30%, c'est colossal. Oui. Et donc, on s'est dit, il faut absolument travailler et œuvrer à ce que ces 30% soient détournés de l'incinération pour être valorisés. En plus, si ça peut être du biogaz, c'est tant mieux. Et donc, on a développé, grâce à l'accompagnement du Grand Orly Seine-Bièvre, qui est compétent en la matière des déchets, on a travaillé sur le déploiement dans l'espace public de points d'apport volontaires. En 2027, toute la ville sera équipée avec des résultats extrêmement probants depuis les premières mises en place. Oui. Oui, donc Et les gens suivent le mouvement, en fait. absolument, Voilà. à tel point qu'il y a certains endroits où on a dû doubler le nombre Ah de oui. points d'apport volontaires parce qu'il y Mhm. avait beaucoup de demandes. Voilà. Mhm. Donc on est très fiers de ça, on est très fiers d'accompagner cette politique publique qui demande voilà, de l'énergie Forcément. et puis une volonté politique très affirmée. Mhm. Oui, c'est à la ville d'être une nouvelle fois moteur sur ce sujet, comme vous le faites très, très bien à Ivry, effectivement. Alors, le temps passe très très vite. On a vu effectivement déjà beaucoup de très belles mesures qui sont faites au niveau d'Ivry. Il y a deux points que je voudrais qu'on aborde avant de conclure. Je voudrais tout d'abord que vous nous parliez du plan d'économie d'énergie qui a été mis en place à Ivry. C'est une modification dans les usages de consommation énergétique, c'est ça Oui, c'est ça. Alors il croise ce plan-là, croise à la fois les rénovations thermiques dont je parlais tout à l'heure, Oui. le développement de notre réseau de chauffage urbain et la baisse des consommations énergétiques sur l'espace public avec le plan LED qu'on a déployé qui arrivera à terme en 2027 avec Oui. 100% LED dans l'espace public Oui. qui va nous faire économiser quasiment 80% d'énergie, hein, ce qui est C'est considérable. important. Alors, Oui. qui est important du point de vue de l'impact environnemental, Mmh. mais aussi des finances publiques. Bien sûr. Faut être lucide sur la question. Mhm. Et c'était quand on a subi la crise énergétique 2022-2023, je peux vous dire on a mis en place un plan d'urgence parce qu'on nous annonçait des prix Oui, fantasmagoriques. c'est vrai que les prix flambaient à Oui, cette ça époque. flambait et ça mettait vraiment en péril notre équilibre budgétaire. Et donc il a fallu. Alors, pour le coup, ce sont des investissements d'avenir et qui font du bien à terme. Mhm, C'est-à-dire c'est ça. que les économies d'énergie qu'on va pouvoir faire maintenant vont ramener de l'argent dans les caisses de la Mhm, ville et on va pouvoir s'en forcément. servir pour continuer à développer le service public et pouvoir continuer à investir.
Et puis donc il y a un accompagnement, c'est ça, un accompagnement pratique et puis il y a des aides, donc financières, c'est ça pour les habitants, par Oui, rapport à ce plan? alors pour les habitantes et les habitants, de manière individuelle, on a construit un partenariat avec le CAUE, donc l'agence d'urbanisme du 94, qui fait des permanences à Ivry pour, ça s'appelle Info Énergie, qui Oui, permet de pouvoir conseiller les habitantes et les habitants sur les possibilités de rénovation thermique dans leur logement, sur la manière dont ils peuvent réduire leur consommation énergétique, oui. etc., etc. Et Ça donc, c'est important, voilà, d'accompagner les gens. absolument, Ouais. voilà. Et donc on est très, très heureux aussi de ce partenariat avec le CAUE. Et voilà, et donc c'est à la fois des bonnes pratiques et puis aussi des fléchages vers des financements, effectivement. Feu ma prime rénov, mais Voilà. peut-être qu'il reviendra à un moment Sait-on donné. jamais, on en a Euh, tellement parlé ce soir, Exactement. mais elle va peut-être revenir. Oui, effectivement. Donc ça, c'est effectivement un point très, très important. Et puis donc, on va finir avec la régie publique aux Seine et Bièvre. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, on a le logo de la régie qui apparaît. Merci Nolan. Donc, grâce à laquelle le fournisseur d'eau potable est devenu 100% public depuis le 1er janvier 2024. Exactement. Alors ça, c'est aussi une très belle aventure collective, Oui, oui, parce puisque qu'il y a 9 communes, hein, c'est ça. 11 maintenant. 11 maintenant, Ouais, ah, en maintenant, on est plus. 11. Vous êtes 11. Alors, rapidement, en deux mots, l'historique. Voilà. La loi de la métropole du Grand Paris a ouvert un champ, c'est-à-dire qu'on avait une fenêtre de tir historique. On était dans le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est un des plus grands syndicats d'Europe sur la gestion de l'eau potable. Oui. Et l'opportunité qui nous était offerte par la loi, c'était de ne pas forcément réadhérer au syndicat et de se laisser le temps de pouvoir réfléchir à des solutions alternatives. Donc il y a 9 villes de notre territoire qui ont fait le choix d'attendre et de ne pas réadhérer tout de suite au syndicat Oui. et de travailler justement à cette alternative. Et cette alternative, c'est la régie publique. Pourquoi c'est la régie publique? Parce que ça permet de pouvoir reprendre avec la main du public, donc, la question de la distribution de l'eau et donc de la facturation et de tout ce qui accompagne l'utilisateur quand il ouvre son robinet. Ça permet de réinscrire la volonté politique au cœur de cette affaire et non plus seulement les intérêts économiques des exploitants. C'est ça. C'est ça la différence. Oui. Euh, donc c'était lourd de conséquences de faire ça, hein, du point de vue de ce qu'il fallait mettre en place. Oui, En c'est une termes prise de risque en même temps pour les communes bien qui, sûr, qui se lançaient. c'est une prise de risque, et il faut gérer tout ça. Il y a énormément d'usagers, il faut assurer la continuité du service public, de la distribution. On ne peut pas avoir des coupures d'eau comme ça. Il faut investir. C'est Il faut ça. investir dans le réseau qu'on a récupéré, Mhm. puisque c'était financé par le public, exploité par le privé, qui a Oui. fait des marges très substantielles sur la vente de l'eau. Et donc, il a fallu, avec, vous savez, tout ce débat sur l'entretien des réseaux d'eau potable, avec 30% de l'eau qui file dans les sous-sols parce qu'ils ne Oui. sont pas entretenus Mhm. par les exploitants privés. Donc, il fallait s'attaquer à ça aussi. Et donc, voilà. Donc, reprendre la main du public, c'est assurer des investissements d'avenir, s'assurer que notre réseau est viable et qu'il est correctement entretenu. C'est reprendre aussi des décisions politiques sur, notamment, des questions de prix de sortie de l'eau et donc de tarification à l'usager. Oui. Combien on paye notre C'est mètre ça. cube, Mhm. ce qui est quand même important. Et les trajectoires très haussières qu'on nous annonçait si on était resté au CEDIF et qui vont, à mon avis, se concrétiser, qui faisaient décoller la facture, ben là, on arrive à stabiliser le prix de l'eau au prix actuel et de diversifier surtout notre approvisionnement. Et donc, on est en train de construire un partenariat avec Eau de Paris, Oui. notamment, qui est aussi une régie publique très importante, pour faire du public-public, si j'ose dire, Mhm. entre la production et la distribution. Euh, D'un mot pour dire qu'au cœur de cette affaire, il y a les usagers et les usagères du service public. Et c'était extrêmement important pour nous, d'être, et comme à Ivry d'ailleurs, dans un travail de partage du pouvoir. Ça va au-delà de la question de la concertation ou de la co-construction dont je parlais tout à l'heure. Partager le pouvoir, d'abord, c'est pas simple. Oui. Et puis, Forcément. c'est réellement donner une voix prépondérante aux citoyens. Mhm. Et donc, on a choisi au sein de la régie de constituer un comité citoyen. Ce comité citoyen, il est composé de 80 usagers et usagères issus des 11 villes que compose la régie et qui travaillent très directement sur les sujets qui nous intéressent. Et particulièrement en ce moment, ils sont en train de travailler sur la tarification sociale de l'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui. Quel est le juste prix de l'eau en tenant compte justement de toutes les contraintes, c'est-à-dire il faut entretenir les réseaux, il faut payer l'eau Mhm. Forcément. dans son effectivité, etc., etc. Et donc comment on gère tout ça pour que ceux qui ont le moins de moyens puissent bénéficier comme les autres d'un service optimal.
Et donc, leur donner cette responsabilité de travailler et de fixer les lignes sur quel est l'avenir de la politique de tarification de la régie, c'est un réel partage du pouvoir. Et on a fait le choix qu'il y ait des représentants de ce comité citoyen qui siègent au conseil d'administration de la régie. Donc ils ont des voix prépondérantes, ils votent avec Oui. nous sur les décisions du conseil d'administration. Et en parallèle, il y a des représentants des associations, associations environnementales et associations d'usagers, qui siègent aussi au sein du CA et qui ont aussi des voix prépondérantes. Et donc, on passe je dirais, des usagers et des habitants un peu faire valoir, un peu, bon, on vous explique un peu, on vous donne l'information, Mhm. et puis on écoutera gentiment ce que vous avez à dire, et puis si ça ne nous convient pas, on ne fera pas, à des citoyens décisionnaires, au même titre que les maires qui composent la régie, que Oui. moi-même, etc., etc. Et cetera. Et donc là, euh, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce que c'est un exercice à la fois de monter en compétences collectives, parce qu'il faut comprendre les mécanismes, et c'est aussi, notamment pour les élus, un exercice politique pas évident, parce qu'on parle beaucoup du rapport aux citoyens, mais quand il faut partager le pouvoir, parfois, il y a des petites crispations. Donc il a fallu Bien faire sûr. beaucoup de pédagogie, et j'ai été très fier de porter ce travail aux côtés de la maire de Fresnes, voilà, pour persuader tout le monde que tout ça allait très bien se passer, que chacun serait responsable dans son domaine de compétences, et qu'on allait pouvoir tracer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, une régie qui fonctionne bien, qui a les moyens de pouvoir se développer et d'assurer évidemment un service optimal avec une juste tarification. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser, et c'est une fierté. Oui, mais c'est un beau mot. Voilà, on va terminer sur ce beau projet. C'est une fierté. Et puis le partage du pouvoir, oui, c'est important. C'est un projet démocratique, en Absolument. fait. Voilà, donc bravo, cher Clément Merci. Péqueux, bravo et merci, parce que là, on a vu effectivement tout ce que vous avez mis en action au sein d'Ivry pour les habitants et avec les habitants. Et on vous souhaite plein de belles réalisations Merci. dans les mois et les années qui viennent. Merci de m'avoir invité. Eh ben, écoutez, j'espère que vous reviendrez Avec plaisir. avec Avec grand, plaisir. grand, grand plaisir. On sera très heureux de vous retrouver. Alors, moi, je vais vous faire un petit mot d'au revoir à tous en remerciant bien sûr à la régie. Donc, nous avions à la réalisation notre duo gagnant ce soir. C'était Nolan Elongo et Anis qui nous ont brillamment accompagnés. Merci les garçons. Donc, merci à vous deux. On a qui est venu nous rejoindre sur le plateau, Éric Durand, qui est en charge de la communication d'Armada. Merci Éric d'être venu, merci à toi. Et puis dans le public, on a Richard qui est toujours là. Merci à toi, merci Richard. Merci à Rabat Baloul, notre directeur qui a dû s'absenter mais qui est venu tout à l'heure. Et puis, qui ai-je oublié? Non, je crois que j'ai remercié tout le monde, mais non, ceux que j'ai oubliés, c'est vous. Donc, merci à vous tous qui nous avez suivis et qui nous faites part de votre amitié au fil des émissions. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Place des Enjeux.